Eh bien, bonjour Olivier, on se Bonjour retrouve Thibaut. une nouvelle fois dans l'Arsenal, au musée de l'Armée, pour un nouvel épisode d'armes un peu étonnantes qui sont ici Mhm. dans les collections du musée et qui sont pas forcément montrées ou qui sont un peu plus subtiles, mais qui ont des histoires absolument incroyables. Et aujourd'hui, tu nous as préparé une petite sélection d'armes issues du règne animal. Oui, alors c'est une sélection vraiment très hasardeuse dans la mesure où j'aurais pu, enfin on aurait de quoi nourrir une quinzaine de vidéos sur le Oui. même sujet, puisque les matériaux d'origine animale sont évidemment prépondérants, on peut dire, dans le domaine, enfin, dans tous les domaines de l'activité, des activités artisanales, militaires ou autres d'ailleurs. Mais voilà, j'ai choisi des choses un peu insolites. Enfin, voilà, le prétexte, c'est à travers le matériau animal de parler d'objets un petit peu inhabituels. Alors, inhabituel, je me permets parce que c'est un peu. Voilà, mais. C'est Oui, un peu inhabituel. voilà, C'est-à-dire on que- commence très fort. Voilà, on commence très sort fort. Quelque chose de. C'est assez fantastique. C'est assez fantastique. Oui, on commence avec un rostre de poisson-scie. Alors, c'est un objet plutôt rituel. Là, pour le coup, c'est pas une arme parce que la partie, enfin, tu peux le voir, c'est très bancal entre les mains. En plus, c'est très déséquilibré, voire fragile. En fait, et lourd. En fait, c'est une épée rituelle qui a été réalisée à Formose, c'est-à-dire l'actuel Taïwan. Pour des cérémonies rituelles, donc est effectivement issu d'un rostre de poisson-scie qui est monté dans une garniture, une sorte d'épée à deux mains, Oui, oui, en laiton doré, voilà. Et donc un objet assez étonnant. Voilà. L'équilibre est atroce. Hein, Oui, non, on sent que c'est pas du tout fait pour un usage contondant en tout cas. Et voilà. Et donc ça fait partie de ces objets étonnants que des voyageurs occidentaux évidemment ont collectés parce que le caractère insolite de l'objet attirait tout de suite leur curiosité. C'est un voilà. Même nous aujourd'hui, ça attire notre curiosité. Ça attire notre curiosité. À l'époque, ça devait être Voilà. un sacré truc. Est-ce qu'elle sort du cadre hein, ou pas oui. Voilà. Donc c'est un objet assez amusant, certainement réalisé pour des cérémonies rituelles. Donc voilà, j'avoue que c'est ce genre d'objet sur lequel il faut qu'on creuse parce que, alors comme beaucoup de ces objets sont des objets non occidentaux. On a un énorme travail, nous, d'information, de documentation, de recherche à faire pour comprendre quelle était l'utilisation concrète de ce genre de pièces. Oui, c'est ça, parce qu'au final, tu te retrouves face Voilà. à ça, c'est intriguant, voilà, mais c'est compliqué de savoir C'est compliqué. D'où ça vient. Voilà, d'où ça vient, c'est certainement attaché à un rituel très précis. Peut-être qu'un Taïwanais va tout de suite nous dire « Ah mais oui, c'est utilisé dans tel temple pour un rituel de tel ordre, etc. » Mais pour nous, évidemment, n'étant pas très informés sur la question, seul le caractère insolite de l'objet, pour l'instant, nous retient notre attention. Voilà, ça fait partie des pièces. Voilà, mais ça fait partie des pièces sur lesquelles il va falloir qu'on travaille et qu'on en apprenne davantage. Attendez, puisqu'on est dans les objets naturels, avant de repartir sur des boucliers faits avec des poissons, c'est le bon moment pour vous parler d'Holzkern, qui nous accompagne encore sur cette vidéo. Bon, je pense que vous commencez à les connaître maintenant, c'est cette maison autrichienne de montres, lunettes de soleil et bijoux faits avec des éléments naturels comme le bois, la pierre, les plumes, etc. C'est un des partenaires les plus anciens et les plus fiables de la chaîne. Mais enfin me direz-vous, c'est bien beau d'en parler, mais finalement pourquoi porter du Holzkern? Bah écoutez, je vais vous donner ma réponse à moi et elle tient en 2 phrases. Avant Holzkern, je ne portais pas de montre, et avant Holzkern, je n'avais jamais porté de lunettes de soleil de cette qualité. Tout simplement. Aujourd'hui, je ne sors quasiment plus sans montre tant je me suis habitué au modèle Holzkern que je porte depuis notre première sponsor il y a des années. C'est des modèles qui sont à la fois élégants, originaux, soutiennent de belles causes humanitaires, utilisent des bois certifiés FSC pour lutter contre la déforestation, avec des nouveaux designs magnifiques qui sortent régulièrement et... Ah oui, bah ils donnent l'heure aussi. Pour ce qui est des lunettes de soleil, le fait d'intégrer du bois, ça en fait des objets plus chaleureux et plus originaux que les modèles classiques, mais même en termes d'optique, je trouve que les filtres sont parfaits. Avec mes yeux bleus assez sensibles, je peux vous garantir que les lunettes de soleil, c'est un objet que j'ai très souvent sur moi et qui est vraiment important. Voilà, bah au final, en fait, je peux pas mieux vous en parler que vous dire simplement pourquoi est-ce que moi j'aime cette marque, et depuis assez longtemps. D'année en année, Holzkern est devenu un partenaire de confiance pour cette chaîne, et je suis une fois de plus ravi de pouvoir vous proposer, comme toujours, un code promo pour profiter de leur catalogue. Le code c'est Icarius tout simplement, et le lien est dans la description également. Voilà, écoutez, profitez-en, laissez-vous tenter, peut-être que ça changera vos habitudes de vie comme moi, et je ne regrette pas un seul instant que ce soit le cas. Sur ce retour au musée de l'armée pour un nouvel objet qui ne manque pas de piquant. Alors ça, oui, c'est une gamme d'objets. Alors là, on a une petite série d'objets qui tournent autour de matériaux, notamment de matériaux marins. C'est un bouclier qui est recouvert de peau de raie.
La peau de raie, donc ce qu'on appelle souvent le galucha, alors le galucha peut être travaillé de différentes façons, et on a justement quelques exemples. Là, on a la peau de raie alors, qui est tannée et déployée telle qu'elle. Elle n'a pas été poncée, ce qui est le cas du galucha. Et donc on a les piquants, effectivement. Donc c'est une peau qui est très dure, puisque en fait la peau, ces petites excroissances piquantes, en fait, s'apparentent presque à de la pierre en réalité. Donc c'est vraiment très très dur. Et ce matériau justement a souvent été utilisé pour sa dureté et sa solidité. Voilà. Donc là on est sur un bouclier en peau de raie. Sur un bouclier en peau de raie avec des pointes laissées apparentes, et le tout a été peint. Donc malheureusement le décor peint est fragmentaire et en partie effacé, mais c'est une pièce qu'on a restaurée il n'y a pas très longtemps. Mais ça montre une des utilisations de cette peau de raie, donc qu'on trouve assez fréquemment pour des usages assez variés. Oui, parce que là du coup aussi tu nous les as sortis. On a deux éléments, un élément plutôt occidental et un autre plutôt oriental. Oui, alors là on a une épée de cour, donc une épée de la fin du XVIIIe siècle, d'époque Louis XVI disons. Et il se trouve que la pratique voulait en Europe occidentale pour les épées de cour, donc ces épées aristocratiques que l'on porte au côté, eh bien le fourreau est également en peau de raie, lissé, mais blanc. D'accord. Blanc. Et donc on utilise un galucha très très fin qui est poncé, donc qui a un aspect relativement solide et qui gaine comme ça ses fourreaux d'épée. Alors celui-ci est un peu terni, mais normalement la couleur doit être très claire, très blanche. Mais alors la question que je me pose, moi, c'est où est-ce qu'on les récupère ces raies? Est-ce qu'on en a dans les eaux européennes? Est-ce qu'il faut les importer? C'est quoi le processus commercial derrière ça? Alors je crois qu'on les importait de Chine. Je crois qu'on les importait de Chine, et ça fait partie de ces denrées qui étaient importées dans le cadre des compagnies commerciales, des compagnies des Indes, etc. D'accord. Voilà. Et alors c'est marrant parce qu'on a peu en Europe, je pense, de conscience qu'on l'utilisait, alors que c'est beaucoup plus connu sur la culture japonaise notamment, puisque les poignées de sabre sont souvent recouvertes de galucha. Et alors on l'utilisait en fait très fréquemment, notamment beaucoup d'étuis de fourreaux étaient recouverts de peau de raie, de galucha. Beaucoup d'objets civils, de petits coffrets à bijoux, de coffrets pour mettre des gants, etc. étaient recouverts de galucha. Notamment, on a beaucoup, par exemple, de services de table qui sont dans des petits fourreaux. Donc, vous avez un petit nécessaire avec le couteau, la fourchette, etc. Gainé dans un fourreau en galucha, souvent vert. D'accord. Vert. Alors, pour les épées de cour, c'était blanc. Et c'était souvent vert pour les usages quotidiens. Il y a un sens à cette couleur? Alors, est-ce que ce matériau prenait particulièrement la couleur verte? Ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve ce galucha vert pour un objet qui vient d'un horizon bien plus lointain, puisque là, on a un sabre impérial chinois, un sabre d'officier en fait, mandchou, qui est recouvert de peau verte également, de galucha vert. Mais en Occident, on utilisait aussi ce galucha verdi. Donc, par exemple, pour certaines boîtes à jeux étaient recouvertes de galucha vert. Voilà. Il est très agréable. Oui, alors ça, c'est des sabres qui étaient utilisés par les officiers mandchous, donc qui étaient notamment dans les gardes impériales. Voilà, donc... Il est vraiment... Oui. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais non, il est très plaisant. Voilà, donc, les sabres chinois sont effectivement traditionnellement recouverts de ce fourreau vert qui était utilisé aussi en Occident. D'accord. Voilà. C'est amusant qu'on ait vraiment ces deux couleurs-là. Ces deux couleurs-là, oui. Ces deux couleurs-là, et qui restent le vert particulièrement. Alors, est-ce que c'est une teinture qui tenait particulièrement bien sur ce matériau? Mais en tout cas, beaucoup d'étuis, y compris en Occident, sont souvent de couleur verte. Ah, alors ça, c'est des objets assez particuliers. Alors, les armes indiennes sont souvent assez étranges. Et alors là, on a des armes qui sont en fait composées de cornes d'antilope. D'accord. De cornes d'antilope qui sont utilisées de façon très brute, mais qui sont montées dans les deux cas. Alors, il y a une petite protection, c'est comme une sorte de petite rouelle de poing, en fait. Donc, on peut également protéger la main. Donc, tout en utilisant ces armes. Et donc, ces deux cornes d'antilope étaient ferrées. Alors, soit elles étaient épointées, comme celle-ci, de façon à pouvoir être utilisées comme des sortes de poignards, en quelque sorte, soit elles étaient complétées avec une petite boutrolle en métal qui permettait donc d'accentuer le caractère piquant de l'objet. Alors, c'est amusant parce que tu vois, on est sur typique de l'armement indien, on est sur de l'antilope, on est quand même sur des animaux un peu, voilà. Et il existe un film occidental, je te en parlais tout à l'heure en off,
Il existe un film occidental dans lequel on voit un personnage porter ça, et c'est Brevard. Brevard, Le personnage de l'Irlandais dans Brevard, vous ferez attention si la prochaine fois que vous regardez le film, on en reparlera bientôt sur la chaîne, il a cet ensemble-là avec la double corne d'antilope et le petit bouclier au milieu qui n'a absolument rien à faire dans l'Irlande ou l'Écosse médiévale cette période, mais ça faisait un petit peu... je sais pas, un peu exotique. Un peu exotique, ouais. Non, enfin voilà. Mais c'est vrai que les armes indiennes sont particulièrement imaginatives et utilisent souvent effectivement des matériaux animaux, voilà, dont ces cornes d'antilope, qui je crois étaient utilisées par certaines confréries religieuses en Inde. C'est beaucoup les armes indiennes ou des spécifiques pour des confréries religieuses. Qui sont liées à des confréries religieuses, voilà, qui ont des pratiques à la fois qu'on pourrait qualifier d'arts martiaux et également des pratiques de meurtre rituel. Voilà, enfin tout et ça. Là, on tombe sur Indiana Jones. Voilà, on est plutôt dans Tintin ou dans Indiana Jones, tout à fait, voilà. Alors oui, on reste dans un bouclier. Alors là, on est dans vraiment. Alors là, on est dans le matériau animal le plus brut qui soit. C'est-à-dire, on ne peut pas le travailler moins. C'est une palette de bois d'élan. Donc c'est ces grands mammifères donc, que l'on trouve dans les forêts du nord de l'Europe. Donc on a uniquement utilisé une des grandes palettes à laquelle on a juste équipé d'une poignée pour en faire un bouclier. Alors, la poignée, aussi la poignée est également en bois de cervidé, voilà, tout à fait, on est tout à fait cohérent. Et donc on a juste découpé la palette, qui sont de grande taille. En fait, ce matériau, l'andouillé, a un avantage, c'est que c'est extrêmement dur. Ah oui, c'est d'une très très grande rigidité. Donc évidemment, c'est un matériau qui peut être utilisé comme tel. Voilà, mais là, on ne peut pas évidemment moins travailler une pièce en andouillé que ceci. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on le voit dans des émissions comme Forged in Fire, on dit toujours qu'il y a deux matériaux qui sont atroces pour les fils des lames, c'est tout ce qui est bois de cervidé et les os. Et les os. Donc faire un bouclier en bois de cervidé comme ça, enfin comment appeler ça, mais un petit bouclier comme ça, c'est pas idiot. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd. La solidité, c'est impressionnant. C'est très dur. C'est assez épais, hein, vous verrez sur les images, mais c'est assez épais et vraiment c'est dur, quoi. Ouais. Là, je pense que c'était utilisé peut-être pour de l'escrime, un peu comme targe à main, si vous voulez, targe de poing pour de l'escrime à l'épée. Donc, mais c'est vraiment une pièce presque. On est presque dans un travail ethnographique vu sa simplicité en fait. Voilà. Mais voilà, c'est assez insolite. Ça pose question. Pose question, voilà. Alors, on a une armure, on reste dans le domaine du cuir, et là, c'est une armure indienne. Alors, on dirait une pièce quasiment archéologique, hein, on dirait une armure mérovingienne, etc. Mais c'est une armure indienne en cuir. Je crois que c'est également de la peau d'une forme d'élan, en fait, que l'on trouve, donc d'un grand mammifère que l'on trouve en Inde. Et donc, c'est du cuir très épais. Ce sont des écailles de cuir qui sont fixées, qui sont cousues sur un support de toile. D'accord. Voilà. Là, on est sur un mm et demi là sur les sections, 1 mm, 2 mm selon certaines. Et c'est cousu sur une espèce de gilet en tissu. De gilet en tissu, voilà. Donc c'est une armure, alors à vrai dire c'est une pièce qui mériterait une restauration, mais c'est une armure qui est rentrée dans la collection comme étant une pièce indienne. Alors là aussi c'est relativement rare parce que c'est du matériau périssable, contrairement au métal. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que le recours au cuir comme élément de protection, c'est effectivement beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Oui. Et malheureusement il en reste souvent peu de traces. Ayant travaillé un peu sur les armures lamellaires, notamment antiques et un peu médiévales, c'est vrai que ça me parle. Oui, voilà, c'est très proche effectivement de certains modèles antiques, byzantins. Mais souvent les écailles sont plus étalées sur les modèles européens ou moyen-orientaux. Là on a vraiment des écailles qui sont très très superposées. Je pense que par exemple, si là à cet endroit-là, on doit avoir au moins 4 écailles. 4 écailles, oui. Alors que sur les modèles historiques qu'on connaît, on est plutôt sur 3, ce qui est déjà très bien. Donc c'est assez étonnant à voir. Et là, du coup, c'est aussi une peau d'élan, mais il y a des élans en Alors, je ne sais pas si c'est exactement l'élan, c'est ce qui est noté sur nos inventaires. Donc j'avoue que je ne me suis pas risqué. Je n'ai pas eu le temps de faire une recherche pour voir s'il y avait vraiment des élans en Inde, mais je crois que c'est une sorte un cervidé un peu, voilà, qui a une peau assez épaisse. Là, on va aborder quelque chose d'un peu... Là, on a vu, il y avait du coup de la peau animale.
il y avait du coup du poisson, entre guillemets. Il y avait tout un tas de choses, et là on attaque sur du corail. Sur du corail, Donc oui. c'est Alors encore là, un animal d'une autre nature. encore un animal. Alors là, on est presque dans le. C'est animal, c'est à la fois animal, végétal et en même temps, dans le. Comment dirais-je, dans les arts décoratifs, le corail est utilisé un petit peu comme une pierre semi-précieuse. Ouais. Donc on est à mi-chemin en fait entre des matériaux, voilà. Mais voilà, là on a ces armes qui sont des armes d'Afrique du Nord. Donc ce sont ce qu'on appelle ces moukala, ce sont ces grands fusils. Donc là c'est une pièce qui vient d'Algérie. Et on utilise très volontiers des décors d'argent et de corail donc pour ornementer ces pièces. Voilà. Vraiment très long. Ce sont des pièces très très longues. Bon, ce sont des pièces qui pouvaient être utilisées pour des utilisations guerrières, pour des utilisations festives aussi, hein. Donc ce sont des armes à mi-clé, donc avec des platines à silex mais de type oriental en fait. Et effectivement, en fonction des lieux, ce sont des armes qui peuvent être décorées de corail. Alors, à vrai dire, c'est une étude, on en reparlera autour des pièces africaines, mais c'est une étude qu'on est en train de mener. Et en fait, on s'est rendu compte que ces armes, sur lesquelles on jetait un regard plutôt inattentif, en réalité, chacun de ces décors correspond à des villages, à des lieux, à des sites, à des types de décors très reconnaissables. D'accord. Et donc là, c'est un travail qu'on est en train de développer, justement. On est en mesure presque de faire une sorte de catalogue des arts décoratifs, en l'occurrence algériens, à partir de ces différents types de décors et avec des écoles locales très reconnaissables par leurs décors. Voilà. Donc, non, c'est une arme intéressante. Et ces décors de corail, alors, qui est aussi un matériau qui fait partie maintenant des matériaux malheureusement en voie de disparition, donc protégés. Le corail était très utilisé en Méditerranée. Alors, il y a des lieux où on s'est spécialisé dans le travail du corail, notamment en Sicile, à Trapani, où le corail était utilisé pour faire des garnitures de miroirs, des objets de toilette, etc. Et là, on décore des armes avec ces pastilles de corail. On est sur un type d'arme qui est passé dans la culture populaire, puisque c'est celle-ci qui a probablement servi de modèle au fusil du Mandalorian dans la série de Disney. Tout à fait. Et effectivement, dans Star Wars, les fusils de certains personnages, comme le lieu de tournage, c'est la Tunisie. Ouais. Donc on est dans ce contexte d'Afrique du Nord et de tradition, effectivement, de longues armes comme ça effilées. Et donc on continue, si on est sur notre logique, on vient de faire une arme, donc il y a ici un bouclier qui ne paye pas de mine, mais je pense que tu dois avoir encore une histoire derrière. Oui, alors c'est un joli bouclier, alors il a un petit décor peint assez soigné, c'est un bouclier indien, mais c'est un bouclier qui est en peau de rhinocéros. Ah, je voyais ça plus épais, la peau de rhinocéros. Non, c'est de la peau de rhinocéros, et donc certains pays utilisent la peau de rhinocéros, alors qui a l'avantage d'être un cuir assez léger, oui, c'est étonnant, très dur, solide, et donc il y a normalement la peau de rhinocéros c'est très blanc. Ouais. Alors là il a été peint, mais vous voyez le cuir dans sa peau originelle, et comme c'est une peau qui est assez épaisse, en fait, on a l'habitude de la tourner. C'est-à-dire on la pose sur des supports en bois, on la mouille et en fait on la travaille autour de façon à lui donner une forme. Alors là, bon, c'est une forme relativement simple. Quelquefois, ça peut être un peu plus bombé. Je vous en ai sorti un autre ici. Voilà, qui est un peu plus bombé, mais on la travaille autour. Il y a un décor à l'intérieur qui est incroyable. Voilà, il y a un décor peint aussi intérieur, très joli. Parce que l'extérieur est relativement simple, on distingue des couleurs et des décors qui sont peut-être le même qu'à l'intérieur. Des décors floraux. Voilà, mais à l'intérieur, il a été assez bien conservé, c'est magnifique. De toute façon, je vais vous mettre des inserts, vous les verrez, ne vous en faites pas. Ouais. Mais... Voilà. C'est amusant, vraiment, je voyais ça plus épais, la pose de... Alors, je dis je voyais ça plus épais, mais sur l'autre, ça fait au moins 5 mm. Hein, 5 mm, voilà. Mais c'est très rigide, c'est léger, rigide, et c'est un de ces matériaux qu'on utilise, également des espèces en voie de disparition. Hélas. Donc, mais en Inde, on utilise aussi des boucliers en peau de rhinocéros à Zanzibar, qui sont très caractéristiques, qui sont des petits boucliers coniques, très, très blancs, où on voit ce travail de tournage justement sur la peau, donc qui permet d'obtenir ces formes régulières, circulaires, plus ou moins profondes. C'est assez joli. C'est dommage que tu n'en aies pas, mais il y avait j'ai vu des boucliers en carapace de tortue aussi que je trouve très... alors, malheureusement, on n'en a pas, on n'en a pas dans la collection. Ouais. Et voilà, encore
j'ai Voilà. quelque chose à raconter. À raconter, mais l'écaille est aussi un matériau rare. Ouais. Oui. On a l'habitude des modèles entièrement métalliques, mais là, c'est pas un modèle métallique. Alors, c'est pas un modèle métallique. Alors, c'est aussi pour faire référence, donc c'est un morion, c'est-à-dire ce casque à crête et à rebord qu'on trouve dans la seconde moitié du XVIe siècle. Mais comme on le disait en début de séance, on a évidemment aujourd'hui un tri qui a été fait par le temps et beaucoup des productions en matériaux organiques ont disparu. Et notamment, ces casques, ces morions pouvaient être faits en cuir. Et donc là, on a du cuir qui est du cuir repoussé, qui est du cuir travaillé en relief, donc qui en fait reprend exactement la forme des casques en métal. D'accord. Alors c'est amusant, Voilà. j'avais vu des sources comme ça d'objets plutôt occidentaux qui ont été repris en Asie du Sud-Est et qui étaient faits en buffle d'eau. En buffle d'eau, Qui voilà. fait un ensemble un peu improbable Oui. de combinaisons, comme ces armures japonaises inspirées des armures occidentales. Occidental, ouais. Qui paraissent un peu... Voilà, c'est vrai que ça m'y fait beaucoup penser. Voilà. Et là, on est dans une décor. production italienne, avec un décor maniériste, effectivement, Renaissance. Mais ce sont ces productions occidentales en cuir, finalement, auxquelles on n'a pas beaucoup d'accès, parce qu'elles se sont moins bien conservées que les pièces métalliques. Et c'est très léger. Et c'est léger. C'est-à-dire que par rapport à un casque, alors, même si les casques sont moins lourds que ce qu'on imagine trop souvent, celui-ci est remarquablement léger et c'est étonnant. En fait, c'est presque plus un chapeau en cuir en forme de casque. En fait, Oui, on est plus dans ce... Voilà. Il y a une épaisseur de cuir qui est quand même plus que notable, et je pense que ça devait quand même faire un peu son office. Ouais. Et alors, dans le même gamme, je ne vous en ai pas sorti, mais on avait également des boucliers assortis, qui étaient également taillés sur le modèle des rondages occidentales, avec un décor en relief, mais qui étaient également en cuir. Ouais. C'est assez... Je suis en train de me demander qui pourrait en reproduire un pour pouvoir le tester, ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Un jour, peut-être. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Dites-nous du coup en commentaire si ça vous intéresse de faire une vidéo avec Olivier sur la symbolique des animaux dans l'armement. Nous on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Likez, commentez, partagez celui-ci si vous a plu comme d'habitude. Et n'oubliez pas que l'histoire est vivante. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur la boutique Allscairn, moins 10% avec le code ICARIUS, ça soutient énormément la chaîne.